guerre de leadership actuellement dans les partis politiques, en tout cas c'est la perception et l'analyse de Franck Kaounou. Gaba, vous avez l'impression aussi qu'il y a une guerre qui sera ouverte ou qui est ouverte? La guerre ouverte, la guerre est lancée et la guerre restera jusqu'à ce que peut-être le grand chef siffle la fin de la récréation, et là je veux bien voir comment la fin de cette récréation sera sifflée. Je me prends juste pour exemple des gens, on sait qu'il y a les partis siamois qui sont carrément beaucoup plus l'icône ou la vitrine de la mouvance aujourd'hui, même s'il y a des partis de la mouvance satellite qui se revendiquent aussi de la mouvance et qui cherchent aussi leur place, parce que jusqu'à présent le Dauphinat, la guerre au Dauphinat est lancée. Et quand je regarde de loin ce mouvement qui a été drainé, qui a drainé du monde, et d'abord qui a été insufflé, disons, bien arrangé, et aujourd'hui qui a commencé comme un serpent de mer qui a commencé par drainer ses tentacules un peu partout, sur l'ensemble du territoire national. Je vais parler du mouvement OB26, dont le président a dit au tribunal qu'il ne se reconnaît pas dedans et que cela n'engage que ceux qui le font. Bon, une bonne ironie que j'aime bien. Mais on a vu ce mouvement qui se réclame aussi de la mouvance présidentielle, qui se réclame, disons, héritier des acquis de la rupture. Ce mouvement, à un moment donné, a commencé beaucoup plus par s'installer, à beaucoup plus donner du pouvoir. Aujourd'hui, celui qui était beaucoup plus, ce qui était pressenti être porteur de ce mouvement, je ne vais pas répéter sa phrase au tribunal, mais celui-là aujourd'hui se retrouve dans une posture où on se demande qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque dans la plupart de ceux-là qu'on voit au sein du mouvement OB26, ce sont des gens qui sont au sein de la mouvance présidentielle, qui sont au sein de la mouvance aujourd'hui. Quel sera leur sort? Est-ce qu'ils vont simplement courber les chines, revenir à la case départ, se mettre sous soit les deux partis siamois ou les partis satellites et faire les enfants dociles de la maison? À quel prix est-ce qu'ils seront à quel prix vont-ils le faire? Parce que est-ce qu'on va les accepter comme juste des enfants qui se reviennent à la case et qui redeviennent dociles, ou on va se dire vous avez voulu faire la têtue et vous allez subir justement votre entêtement? Est-ce que cela va se passer? Ça, c'est des questions qu'on se pose. De l'autre côté, est-ce que ça ne crée pas aussi une sorte de dissension? Est-ce que ce n'est pas une dissension annoncée au sein de la mouvance présidentielle? Parce que ça, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Le clan Kérékou et tous ceux qui ont lévité autour du clan Kérékou seraient encore en vie, que l'UBF serait toujours là. Le clan Soglo serait encore au pouvoir, et tous ceux qui ont lévité autour du clan Soglo seraient encore là aujourd'hui, seraient encore au pouvoir aujourd'hui, que nous verrons encore la renaissance du Bénin avec les Rois toujours en toute puissance, et le clan Yaïboni et tous ceux qui ont lévité autour du clan Yaïboni seraient encore au pouvoir aujourd'hui, que nous verrons encore la FCB très puissante avec toute sa ferveur. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les partis siamois qui sont à l'épreuve. C'est OB26 qui est à l'épreuve. C'est les autres partis satellites qui se réclament de la mouvance qui sont à l'épreuve. Donc je pense que effectivement, il y a guerre de leadership en ce, puisque jusqu'à présent le chef n'a jamais encore rien dit. Nous sommes à peine à un an des consultations électorales, et la guerre au Dauphinat, elle est ouverte, ça on peut le dire. William. La guerre de leadership sur le plateau. La démonstration très animée, très inspirée de l'Oriche m'a fait perdre mes pédales. Oui, William. Vous savez, est-ce qu'il y a vraiment guerre de leadership? La réforme du système partisan a connu son expérimentation en 2019. Ensuite, après le code électoral de 2018, ensuite en 2020, puis en 2021, avant 2023. Je viens de citer 4 rendez-vous électoraux, dont 2 législatives, une présidentielle et des élections communales. Tous les rendez-vous électoraux que nous avons dans notre système démocratique béninois. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil que nous aurions à voir de cette réforme du système partisan à l'heure actuelle. Mais, qu'à cela ne tienne, vous savez que les gens ont été
verrouillé davantage les choses. Les gens ont fait camper, ils ont relevé les standards, disent-ils, pour une meilleure moralisation, croit-il, de la vie politique. Et c'est la nouvelle donne, une donne progressiste, une donne qui avance dans ces choses que nous avons connues sur le système électoral béninois. Ça, c'est un premier point de mon analyse. L'autre point de mon analyse, c'est que les tumultes qui naissent dans le camp présidentiel, dans la galaxie Talon, viennent d'un problème entre Olivier Bokor et Patrice Talon. Et à ce que je sache, ce n'est pas une alliance qui a amené Patrice Talon au pouvoir pour 2021. Il ne doit son pouvoir à personne. Olivier Bokor, c'est Patrice Talon, dira-t-il lui-même en prétoire devant le procureur spécial. Ce qui fait que ce n'est pas un parti politique aujourd'hui qui dira officiellement « je me désolidarise de Patrice Talon parce que je suis venu à Patrice Talon par Olivier Bokor ». Donc, quand j'analyse de ce fait, ce sont des secousses sismiques à l'intérieur de l'appareil Talon en lui-même. Ce n'est pas comme une alliance au pouvoir d'un parti, pas un peu comme Horizon d'Édouard Philippe avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas la même chose. Quand je vois ces cas de figure, et surtout que je ne résume pas la très grande république et souveraine du Bénin à des amitiés, quand je vois les choses de la sorte, je dis a priori, il ne devrait rien se passer. Tout devrait rouler dessous. Ceux qui nous ont prêché l'évangile d'un système partisan davantage fort devraient se préparer à nous montrer combien ils ont la capacité de rempiler ou de faire davantage de l'espace pour eux-mêmes et pour leur formation politique sur l'échiquier. Mais dommage, tout ça est trop philosophiquement beau pour arriver. On se prépare à des jours davantage tumultueux. Est-ce que ce sera une guerre de leadership? Je ne pense pas. Mais chacun voudra sauver sa tête. Chacun voudra se mettre sous le parapluie le plus large, le plus résistant au vent, parce que vent il y en aura. C'est au cours de cette année 2025 qu'il faudra connaître les parrains des futurs candidats à la présidentielle de 2026. C'est au cours de cette année que nous aurons les listes de positionnement pour les législatives. On fera même la campagne des législatives prochaines et des communales prochaines au cours de l'année 2025. Et pour ça, chacun voudra sauver sa tête. Pour beaucoup, Bokor est un secours financier. Pour beaucoup, Bokor est un intermédiaire entre eux et Patrice Talon. Beaucoup doivent leur poste de député, leur poste de maire, même de ministre à Bokor, à Olivier Bokor. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que Talon a la possibilité de se débarrasser de tous les obéistes, comme on les appelle depuis, c'est un néologisme né depuis septembre dernier? Est-ce que le camp Bokor, en le rayant du camp Talon, est-ce qu'on ne va pas vider, sinon de moitié, sinon du quart, sinon du tiers, sinon du 2/3, la galaxie Talon? Ce sont des interrogations qui demeurent. Pour moi, ce n'est pas des guerres de leadership, mais c'est l'agonie pour la survie. On bat des ailes pour trouver le moyen de résister au vent, parce que tempête, parce que ouragan, il y en a. Je pense que si cette guerre de leadership existait vraiment, c'est qu'elle a peur de s'exprimer. Elle a peur de se donner une visibilité, voyez-vous. Nous sommes qu'à quelques mois, William l'a rappelé, du dépôt des dossiers pour les différentes élections, mais on a le sentiment qu'à l'intérieur des partis politiques, il y a un silence. On ne se prononce presque pas, n'est-ce pas? On a même peur de le dire. Mais pourtant, quand vous rencontrez les acteurs politiques, de façon individuelle, ils vous diront, moi, acteur politique, j'aurais aimé être en train de faire ceci, j'aurais aimé être en train de faire cela, voyez-vous. Et quand dans cette ambiance, dans ce contexte, vous voyez tout le grand procès qu'on fait à un ministre qu'on a limogé, et que son parti lui reproche d'avoir mené des actions solitaires, vous imaginez à quel point à l'intérieur des partis politiques, on tient à faire respecter un agenda au bénéfice de qui ou de quelle personne, on ne saurait le dire. Mais toujours est-il que ce qu'on aurait pu remarquer et confirmer véritablement la guerre de leadership. Quand je remonte entre 2014 et 2015, vous savez que les compagnies aériennes ont fait suffisamment d'argent parce que les acteurs politiques
voyageait beaucoup, il frappait à toutes les portes, n'est-ce pas, pour se trouver un parrain, ça allait dans tous les sens. Yaya Boni perdait de jour en jour ses proches et fidèles soutiens, il ne contrôlait pratiquement plus rien, le pays était en ébullition, on ne vivait que les calculs politiques, que ce soit dans les hôtels, dans les grandes rencontres, voyez-vous, tout ceci est absent. Ce qui me fait dire que ce que nous vivons actuellement, même avec la réforme du système partisan, dont l'avantage qu'on nous a présenté, et d'amener les partis politiques au cœur du jeu politique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de remarquer. Ou soit, le jeu politique est en train de se faire ailleurs, carrément, dont on n'a pas l'adresse, dont on n'a pas connaissance de l'environnement géographique. Sur l'autre planète, peut-être. Oui, ou... On va demander à on n'est pas quand même si aveugle. On n'est quand même pas si aveugle pour ne pas... Donc, il y a ça. Il y a cette peur qui plane sur la tête de tous les acteurs politiques. Et ils vous fuient, mais parce qu'ils savent que vous allez leur poser la question sur ce qu'ils sont en train de préparer et vous dire, ah, vraiment, là où nous sommes ici, là, on ne peut absolument rien vous dire. Franchement, je pense que si gain de leadership il y avait, c'est qu'il y a cette peur qui empêche cette expression des acteurs politiques à dire le jeu, à dire le calcul clairement. Et vous imaginez que c'est même en ce moment qu'on a la surenchère, que les acteurs politiques montent les prix en fonction de leur gabarit, en fonction de ce qu'ils représentent, n'est-ce pas, dans le jeu politique. Mais on n'observe absolument rien. Depuis, je ne sais plus combien d'années, 2018, 2019, où on a acté, en tout cas, la création de nouveaux partis 2018, au regard donc des nouveaux tests. Il me semble que la réalité en elle-même n'a pas changé, en tout cas dans la configuration géopolitique nationale. Biotchane à la tête toujours du BR. Bon, l'Union, pour dire, le renouveau a changé entre-temps de main. Bruno Amousso a passé la main à un jeune plus dynamique qui a quitté rapidement la Cour constitutionnelle pour prendre la main. Boni Yaya à la tête des démocrates. Il me semble que Jacques Ayadi est toujours en train de gérer son point Bénin. Même si on est passé de UDBN à RN, il n'y a que Claudine Prudencio détient toujours en tout cas la part des grandes décisions au niveau donc de ce parti, ainsi que les autres partis qui restent aussi. Et puis on est comme ça et on se regarde. Est-ce qu'il y a vraiment un guerre de leadership là? Oui, je dirais qu'il y a niveau? Il y a guerre de leadership, mais qui n'est pas visible, qui n'arrive pas à sortir de l'intérieur des partis. Vous savez, lorsqu'on parle de guerre de leadership, c'est pas seulement pour aller aux élections. Il y a les positionnements en interne. Moi, je veux par exemple occuper le poste de secrétaire général de mon parti. Je n'arrive pas, je sais que j'ai les compétences, alors qu'il y a un là qui a déjà fait beaucoup d'années. Vous avez cité des noms. Biotchane est là, il y a Diogbenou qui est là, il y a Moël Bénet qui est toujours dirigé par Jacques Ayadi. Le poste n'est pas menacé, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Et personne ne se plaint. Voilà. Quand bien même, c'est ça qui est grave, parce que quand bien même vous allez interroger chaque acteur, ils vous diront que cette gestion que font ces différents postes que vous avez sauté, mais c'est problématique, il y a des problèmes. Catastrophique. Mais je l'avais sur la place le dire. Voilà. Or, la guerre voudrait qu'au niveau même de ces formations politiques, ces problèmes soient relevés pour que vraiment on puisse voir comment il faut mener une campagne à l'interne pour procéder à des changements. Mais bon. Non, la guerre, elle éclate ou elle apparaît au grand jour, surtout lorsqu'on est à la porte des élections. Et c'est pourquoi l'avantage que les gens ont eu ces dernières années, ces règles-là qui ont été établies, où on dit, bon, il faut avoir des partis forts. Les quelques-uns qui ont pu se détacher des grands blocs, également profitent de ces principes qui ont été érigés. Sinon, au sein des grands blocs, par exemple, le BR et l'Union progressiste, c'est tous les jours que ça se fait. Quelqu'un m'a dit, mais pour la dernière rencontre, par exemple, du BR, les gens auraient voulu, par exemple, qu'on ouvre le débat autour de ce qui se passe avec Adambi, mais la question n'a pas été évoquée. Mais en étant, cela ne signifie pas que les gens ne veulent pas. Ça se discute entre groupes qui se forment à l'intérieur des partis politiques. Maintenant, la peur qu'il faut avoir, c'est que à l'approche des élections, que tout cela commence pas véritablement se faire sentir. Parce que si c'est pour la mouvance, ça va être une perte, ça ne va pas leur permettre de pouvoir capitaliser tout ce qu'ils ont fait pendant 8 ans pour conserver encore le pouvoir. Si c'est l'opposition, et c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup trop, mais au niveau de l'opposition également, il y a des guerres de leadership. Vous avez vu comment Boni Yaya est arrivé à la tête du parti, où on a estimé que bon, si on n'enlevait pas Éric Rouleté,
cette crise de confiance-là, ça ne pouvait pas profiter au parti les démocrates. On a écouté beaucoup de choses. Et en interne, il y a des gens aujourd'hui qui vont lever leur petit doigt lorsqu'on va lancer, par exemple, les primaires pour choisir des candidats. Pourquoi, par exemple, au niveau de l'opposition, qui n'a pas à suivre les mêmes principes que les partis de la mouvance, on ne sent pas des primaires s'organiser, on ne sent pas des gens, alors que c'est Boni Yahi même qui est à la tête du parti et qui peut, comme il le faisait par le passé, ouvrir le jeu et dire, mais écoutez, que chacun commence par se prononcer, chacun commence par poser des actes pour qu'on sente bien les ambitions que chacun nourrit. Mais ça ne se fait pas. Mais à l'interne, je vous assure que ça se vit. Les gens, ils ont du mal simplement à s'exprimer parce que il y a... C'est en ça que rien ne se vit. Non, Ils ça sont se embrigadés d'esprit de corps. non, Ils sont embrigadés. j'allais finir, Tanguy. D'accord, finissez donc. Je pense que ça se vit, mais on n'a pas encore le courage de pouvoir l'extérioriser. Ah oui, mais comment vous faites pour consulter à l'intérieur des gens ceux qui sont... Nous sommes des journalistes, Tanguy. Quand le Badabassi a eu le courage de remettre en cause la gestion de Biotchané, vous avez vu la succession des événements. Il a dû faire opération rachat avec un grand doyen de la presse que je connais. Il disait des choses terribles tous les jours. La HAC ne s'est jamais intéressé à ça, au point de devenir ministre conseiller, récompense toute faite. Aujourd'hui, il a le bec cloué. Citez-moi un autre nom. Toutes les personnes, tous les zélés courageux qui ont voulu faire autre chose que ce que le bureau politique national a dit, ils se sont vus au carreau. Voilà un parti politique dans lequel on a des têtes de pont, mais qui ne peuvent jamais, des partis politiques qui ne peuvent jamais prendre la parole sur la succession d'un régime qu'ils ont fait et soutenu pendant 8 ans. Un peu comme si aujourd'hui, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, tous ceux-là ne peuvent pas parler de la succession de Macron. Voilà un gros panier dans lequel on dit aux gens, en fait, vous êtes tenus par la queue ou je ne sais par quel autre organe de votre corps. Si vous avez envie de parler... L'humain n'a pas de cœur. Bon, je ne sais pas, c'est une image. Mais voyez, ce sont des réservoirs de gens appelés au silence, à la politique de la CAP. Et je ne sais pas comment on peut prétendre gouverner des hommes en se taisant. Aussi, ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus de partis électoralistes. Donc les élections doivent plus conditionner les sorties, les activités des partis politiques. Ils nous ont dit qu'ils veulent créer des partis forts. Où est la force du parti si dans le parti, rien ne doit mijoter, rien ne doit bouger, ne doit donner l'impression de scintiller ou de faire un début d'éternuement. Le premier d'entre eux qui veut un peu être jaloux de sa lucidité ou de son objectivité, vous voyez des partis qui vont à l'école du PCC, du Parti communiste chinois. C'est pas interdit. On va à l'école des partis uniques. Oui. Des partis où ils vont à l'école de partis où tout se décide entre 2-3 personnes. On suit comme une lettre à la poste et rigoureusement on marche là-dessus, non seulement dans le parti mais dans toute la République. C'est ça aujourd'hui qui conditionne la formation politique. Et jusqu'à demain, ça ne va pas changer. Parce que c'est ça qui permet à Patrice Talon de maîtriser ce qui se fait. Et c'est ça qui est le prix à payer pour ces responsables de partis politiques, cette maîtrise de leurs hommes pour continuer à avoir la confiance de Patrice Talon. Ça ne va pas changer, même jusqu'à l'aune de 2026. Vous savez, le décor est planté et le tableau qui est peint n'est pas assez intéressant. Il faut qu'on ait le courage, je le dis, parce que c'est vrai, on parle de partis forts. On veut des partis forts. Mais dites-nous, quand vous observez bien, est-ce que vous constatez que ce sont des partis forts? Mais non. Oui, c'est des partis forts. D'autant que les individus ne peuvent même pas oser aller contre des décisions des bureaux politiques de leur parti. Des décisions prises comment? Ah, mais moi, je ne sais pas. Ah, ben de toute façon, les décisions sont prises. Ah, ben voilà, des décisions prises comme ça, ou des décisions qui s'imposent aux partis, qui s'imposent aux sympathisants ou aux militants simplement. Alors qu'un parti, ça vit par les militants, ça vit par les sympathisants. Si je suis militant d'un parti et que mon avis ne compte pas au sein du parti et que je ne peux pas opiner au sein du parti, il faut déjà craindre qu'il y ait implosion à un moment donné. Et aujourd'hui, observez, effectivement, tel que ça a été déjà dit sur le plateau plusieurs fois, vous voyez des militants, des gens qui sont proches de la mouvance, certes, mais qui, au fond d'eux, sont tétanisés
Il faut l'observer. Vous pensez que parmi eux aujourd'hui, il n'y en a pas qui veulent se dire oui, je veux bien être candidat. Mais les rarissimes qui ont osé lever le petit doigt pour dire qu'ils veulent être candidats, on a vu le sort qu'ils ont suivi. On a eu le courage de formuler la Et les autres tirent l'exemple de tout ceci et ils se disent mieux vaut se taire, observer, suivre la masse. Et c'est là le danger de ces partis politiques parce que à la longue, vous êtes avec des militants dont vous ne maîtrisez pas véritablement la conviction. Vous êtes avec des militants qui peuvent penser toute autre chose, mais juste pour préserver soit un poste ou des intérêts ou des affinités, tout ce qu'ils veulent, sont obligés de suivre la vague. Mais cette vague, on la suit. Pas par conviction, mais on la suit parce qu'on est obligé. C'est la raison pour laquelle je dis, vous avez des militants tétanisés. Et c'est pour cela que je dis, la guerre de l'échelle, elle est bien ouverte. Mais le problème, c'est que vous ne la voyez pas encore. Elle viendra par implosion. Elle est déjà là. Elle couvre tout doucement. Ça se travaille. Mais vous verrez à un moment donné que certains, fatigués, harassés, de pouvoir se taire, de pouvoir subir, de pouvoir gérer les frustrations, finiront par dire attention, là, je claque la porte. Et les portes, on les voit devant. La preuve, observez, on a dit dans le temps que oui, avec le nouveau système, avec le nouveau code, et avec tout ce qu'il y a, on n'aura plus de sortie des partis politiques, de changement de veste à l'emporte-pièce. Mais observez, ça se permute. On quitte la mouvance, on quitte le BA pour l'UPR, et puis c'est bon, on se permute les militants. Et parfois, quand on est fatigué des deux, on va carrément vers l'opposition. On a encore vu le week-end écoulé, on a encore vu quelqu'un qui est sorti, un de l'UBR qui est sorti et qui a dit qu'il est fatigué parce que ce qui se passe là-bas, ça ne l'arrange pas. C'est sa conviction personnelle, je n'en fais pas bien, mais le plus important, c'est ça. Il y a des gens qui subissent et ils sont extrêmement tétanisés à la longue. Vous allez voir, ça va commencer par crier de toutes parts. On attendra de voir en tout cas les manifestations publiques, visibles, de cette guerre de leadership, même si, oui, Eric. Dans le jeu politique, au-delà de ce que nous sommes dans un système démocratique, c'est des principes, c'est des règles, mais c'est aussi une tradition. Nous avons une tradition, n'est-ce pas, de vivre, comment on dit, des élections. Nous avons une tradition de changer notre tradition. Justement. Et donc, en cela, il n'y a que ce que nous vivons est assez extraordinaire parce que les acteurs n'ont pas changé. Ce sont les mêmes que nous avions connus sous Boni Yayi, n'est-ce pas, qui sont toujours en place. Et donc, ce silence retrouvé assez fort de ces mêmes personnes, n'est-ce pas, pose, en tout cas à mon niveau, un problème. Je me rends compte que des gens ont tellement changé que même à l'approche d'un événement, qu'ils aiment toujours jouer les grands rôles, n'est-ce pas, les grandes actions, ils ont complètement tout perdu. Après, je pense que quelqu'un a voulu peut-être que les choses soient ainsi. Pour peut-être lui permettre de conduire ses actions, de conduire son programme d'action jusqu'à terme, pour ne pas avoir à gérer des problèmes d'indiscipline par-ci, des problèmes de fidèles qui disparaissent du jour au lendemain au profit de notre acteur politique peut-être plus fortuné, et tout ça. Bon, est-ce que dans ce genre de conditions, cela arrange l'animation de la vie politique? Parce que nous sommes là, le débat est vide, les acteurs sont inexistants, personne n'est là pour discuter de comment ou de qui va faire quoi, et nous sommes là. Quand on a fini de faire ce procès, je dis, il y a ce que la justice a fait. Les hommes de droit diront que la justice a dit son droit. Mais après, il y a ce que les acteurs politiques individuellement vont tirer comme élément de frustration, de peur peut-être pour d'autres, de rejet complètement de ce que, à cette allure vont les choses. Je pense que s'il y a quelque chose à faire, on va vraiment de au niveau de... C'est vrai que l'exemple des partis de la mouvance est assez évocateur, mais au niveau de l'opposition également, il y a en interne cette guerre-là, mais qui n'apparaît pas. Bon, je pense qu'il est à l'ombre également de Boni Yayi qui plane sur ces partis-là, sur les partis qui sont autour de LD aujourd'hui. Je ne sais pas. Si quelqu'un n'a pas l'onction de Boni Yayi, s'il pourra avoir le courage aujourd'hui de commencer par courir dans les rues pour dire « je veux être le porte-flambeau de l'opposition pour 2026 ». Je ne pense pas. Parce que lui, déjà, il a vécu l'expérience et il en est sorti, il sait ce qu'il a subi. Et autant de Boni, il y a déjà un an comme ça, on sait que
On nous a raconté, je ne sais pas, je n'en ai pas un peu, qu'il a déjà, c'était qu'il appelait déjà, qui lui disait attention, moi je veux continuer mon chemin, je veux faire autre chose, je veux voir ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? C'est peut-être tenant compte de tout cela que Patrice Talon, qui a également géré le pouvoir aux côtés de Boni et qui a vu les acteurs politiques évoluer, qu'il a peut-être mis ses garde-fous, ces principes-là, pour conduire jusqu'au bout, pour que l'activité politique ne prenne pas peut-être le pas sur les politiques publiques qu'on doit exécuter jusqu'à la fin du mandat, qui peuvent constituer un bilan qu'on peut également défendre à la fin de ce mandat. Donc, je pense que c'est tous les partis politiques qui sont dans le cas aujourd'hui, une certaine inertie qui ne signifie pas non plus qu'en interne, il n'y a pas déjà des choses qui bougent. Seulement, ça n'apparaît pas comme par le passé. Cette guerre de leadership en interne, c'est comme le rêve du chien. Comme on le dit de manière vulgaire en langue. C'est un rêve de chien. Ça va rester en son sein et rien qu'en son sein. Cette guerre, vous savez, le premier courageux qui va vouloir claquer la porte dans un de ces partis politiques ne sera même pas conseiller municipal. C'est-à-dire, c'était 10%. Personne n'a pu avoir le courage. Aujourd'hui, c'est 20%. Allez. C'est-à-dire, le premier, quel que soit son fief, le premier indiscipliné. Une réforme qui a absorbé le PRD. Une réforme qui a fait disparaître de grands partis politiques et qui est aujourd'hui doublé corsé pour le renforcement de l'unité nationale. Rassurez-vous, si quelqu'un veut être député, quelqu'un veut être, ne serait-ce que CA, mais on aura même les élections locales où les grands partis vont désigner. Si quelqu'un même veut être délégué de quartier, il a intérêt, selon leur réforme, à se muer dans la masse, à se taire, à clouer son bec. C'est pour cela, ça va rester rêve de chien dans leur ventre. Quelqu'un a une guerre de leadership à initier ou à subir, ce sera avec lui, rien qu'avec lui. Parce que les choses sont faites, les choses sont verrouillées de toutes parts de la sorte, pour que les individualités se neutralisent au profit de la masse. Et je dis quelle masse? La masse tenue de bout en bout par Manitou. Allez, j'avais espéré qu'on ait le temps d'évoquer le second sujet, la sortie de Maître Adrien Mbedji. Fraternité qui est un peu confus par cette sortie qui parle de clair-obscur de Mbedji. Peut-être qu'on va ramener le sujet demain pour avoir le temps suffisant d'en débattre. Maître Adrien Mbedji qui évoque encore l'affaire de PRD dans son intervention, qui évoque encore les histoires d'exilés politiques et de prisonniers politiques, et qui est revenu de façon subtile sur ce procès de coup d'État et de son issue. On verra tout cela demain avec votre permission. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Je suis bien désolé de vous dire que vous n'auriez ni le compte rendu de l'actualité ces derniers jours au Bénin, l'exercice de Idrissou Boukari. Nous sommes de cœur avec justement l'homme qui est actuellement très éprouvé en ce moment. Vous n'aurez pas non plus la revue de presse, quelques soucis avec celui qui l'a préparé et vous la présente. Néanmoins, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Demain sera un autre jour.